Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Camille Sebag-Barjon. Tu es directrice générale du Filtre, une marque de vodka premium française, bio et engagée. Bonjour Camille. Bonjour Louis-Marie. Écoute, aujourd'hui je suis très content d'échanger avec toi, à la fois autour de ton parcours, de ton projet et puis du Filtre. Si tu le veux bien, pour commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux ? Alors, pas exactement. Moi, j'ai fait une école de commerce, déjà, pour démarrer. Et j'ai fait mes premiers stages dans les cosmétiques, donc très éloigné du monde des vins et spiritueux. J'étais dans deux belles maisons. J'étais chez Clarins à New York et ensuite chez Kenzo Parfum. Donc déjà là, dans le groupe LVMH. Et c'était des très belles expériences, mais ça n'était pas des secteurs qui me passionnaient et dans lesquels je me voyais évoluer. Et donc assez vite, je me suis posé la question de où aller finalement et quel serait mon stage de fin d'études et puis peut-être le début de ma carrière. Et assez vite, je me suis rendu compte que le milieu des vins et spiritueux était un secteur qui me convenait bien. Alors pas forcément tant par la passion du liquide, mais plutôt par ce que ça véhicule. C'est-à-dire que les vins et spiritueux, c'est lié à l'art de vivre, à la gastronomie, parfois à la fête, à l'hédonisme de manière générale, et ça me ressemble beaucoup. Donc assez naturellement, je me suis dit que j'allais tenter une aventure dans ce secteur-là, pour cette partie-là d'art de vivre, et aussi pour la partie business qui est très particulière puisqu'on s'adresse à des canaux de distribution différents, puisque tu as d'un côté les cafés, bars, hôtels, restaurants, et de l'autre côté, parfois pour certaines marques, la grande distribution qui se travaille de manière totalement différente. Et donc ça m'intéressait d'aller explorer ce terrain-là. Super. Et ta première découverte d'un spiritueux, ça a été quoi ? Ma première découverte... Est-ce qu'on peut dire d'un bon spiritueux ? Parce que il y en a eu des moins bons dans les jeunes années. Je dirais que assez récemment, j'ai découvert la tequila, qui était totalement nouveau pour moi parce qu'effectivement les tequila paf qu'on prend plus jeune, c'est pas ça qui nous forge un vrai bon souvenir. Mais j'ai découvert la marque Clase de Azul. Qui est quelque chose d'assez exceptionnel au-delà de la bouteille, mais vraiment je parle du liquide. Cette dégustation-là, on a l'impression de boire quelque chose de complètement différent de ce qu'on associe à la tequila. C'est très doux, c'est très subtil, il y a beaucoup d'arômes, et ça m'a assez bouleversée dans le bon sens. Super. Peut-être avant de voir comment effectivement tu as rejoint cette aventure du Filtre Vodka, est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse du Filtre ? Alors la genèse du Filtre, donc c'est un projet qui a été porté par trois amis, deux frères, donc Frédéric Becbédé, l'écrivain, et son frère Charles Becbédé qui a monté plusieurs entreprises et des très beaux succès notamment, et Guillaume Rapneau, qui est l'ami d'enfance de Frédéric. Et donc tous les trois, ce sont des amateurs de vodka. Faut imaginer qu'ils ont vécu leurs très belles années dans les années 80, où la vodka était vraiment l'alcool de prédilection. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le gin, mais vraiment à l'époque, c'était l'époque d'Absolute Vodka qui arrivait sur le marché, qui était complètement révolutionnaire. Donc, ils aiment vraiment le produit et le liquide. Et puis, ils se sont aussi dit qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Et donc, ça date de 2018, où tous les trois buvaient une mauvaise vodka, en l'occurrence, sur la plage, et se sont dit, OK, on aimerait bien travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et assez vite, ils sont tombés d'accord sur la vodka pour les raisons que je viens d'évoquer.
Et ils se sont dit, on a envie évidemment que la vodka soit très bonne et nous ressemble. Mais au-delà de ça, très important pour nous qu'il y ait le côté éthique du produit et que la vodka soit bien faite. Au niveau de l'approvisionnement des matières premières, bien évidemment, mais aussi au niveau du flacon. Et d'aller sur quelque chose qui soit recyclé. Donc ça, c'est la genèse de départ pour caler un peu le projet. Et il y a aussi une réflexion en amont de ce produit qui est plus une démarche et plus une philosophie. Donc c'est d'abord en fait un projet qui va porter le produit. C'était de se dire, et le constat qu'ils ont fait, c'était de dire aujourd'hui tout ce qui est biologique ou éco-responsable ou environnementaliste est souvent très austère, très contraignant, très moralisateur dans le discours. Nous, on n'a pas envie de ça. Et on pense vraiment qu'il est possible de créer un bon produit qui soit bien fait, un produit de qualité, mais toujours en n'oubliant jamais ses valeurs de plaisir. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'hédonisme responsable. Et c'est de se dire, en fait, on peut totalement continuer à se faire plaisir, éventuellement faire la fête, avec des produits qui sont bien faits et qui sont respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est la philosophie de départ et c'est très important de le comprendre. Et c'est ensuite en posant cette philosophie qu'ils ont abouti et atterri avec le produit, le filtre, qui est donc une vodka qui est faite en France par la distillerie Maison Villevert, qui est basée à Cognac, qui est faite à partir de blé biologique et qui surtout qui a un flacon très particulier puisque c'est fait en déchets de verre recyclés. Donc voilà, c'est un peu tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a été à l'époque, parce qu'on a été lancé en 2020, peut-être un peu les pionniers, en tout cas dans les spiritueux, en proposant un produit qui soit éco-responsable. Ça se fait beaucoup dans le secteur de l'agroalimentaire, mais le secteur des spiritueux est encore assez conservateur. Heureusement, ça change. Mais voilà, c'était assez novateur pour l'époque, enfin il y a 3 ans maintenant. Ok, donc toi, effectivement, peu après le lancement, tu rejoins l'aventure du filtre vodka en tant que directrice générale. Qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre cette aventure ? Est-ce que c'est le produit ? Est-ce que c'est les messages véhiculés ? Alors, il y a plusieurs choses. Avant ça, parce que j'en ai pas parlé, mais avant de rejoindre l'aventure du filtre, j'étais 4 ans chez Moët Hennessy Diageo, donc une joint venture entre Moët Hennessy et le groupe Diageo, qui est leader mondial des spiritueux. Donc, j'avais cette expertise quand même sur les spiritueux, parce qu'en plus, j'ai couvert absolument quasiment tout le portefeuille de Diageo, donc des marques plus de grande distribution. Et ensuite, j'ai évolué vers des marques qui sont plus premium, et notamment des alcools blancs, avec de la vodka, de la tequila et du gin. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ans, j'étais au service marketing. Je pense que je tournais un petit peu en rond. Ça manquait un peu d'agilité. C'est aussi, c'est un très grand groupe, donc ça m'a très très bien formée. Mais j'avais envie d'une aventure un petit peu nouvelle et peut-être un peu plus agile aussi. Et c'est à ce moment-là, alors c'est vraiment une opportunité et aussi beaucoup de chance, je pense à ce moment-là, puisque j'ai été chassée pour rejoindre l'aventure du filtre. Donc c'est pas moi qui ai trouvé la fiche de poste, par exemple. On est venu me chercher. Et effectivement, quand j'ai compris le produit et aussi toutes les valeurs éthiques et environnementales associées au filtre, c'est sûr que là, je me suis dit, c'est très important pour moi parce que ce sont des valeurs qui me ressemblent et qui font partie de ma vie aujourd'hui. Donc, de travailler pour une marque un peu responsable, si on peut le dire de cette manière-là, c'était très important. Mais au-delà de ça, je pense que la première chose qui m'a motivée, c'est l'aventure entrepreneuriale. C'est de se dire, là, je commence un projet depuis le début. Et il y a évidemment un facteur risque, mais finalement, c'est à nous de le porter tous ensemble avec les fondateurs et ensuite la future équipe que j'aurai avec moi. Mais je trouvais ça extrêmement excitant, super stimulant. Et puis moi, j'avais travaillé sur des innovations avant chez MHD, donc j'étais déjà un petit peu dans cet état d'esprit de construire quelque chose de nouveau. Super. Si on parle un peu de l'univers maintenant du filtre, quels sont un peu les grands piliers de la marque, ceux que tu défends au quotidien ? On a l'habitude de parler du filtre avec un peu 3 adjectifs qui sont que c'est une vodka qui est engagée, qui est hédoniste. Alors je fais attention à la loi E20 parce que c'est pas des choses qu'on peut vraiment raconter, mais c'est des choses qu'on va exprimer plutôt dans l'événementiel ou dans l'essence de marque. C'est voilà, on fait pas
On communique pas là-dessus trop sur nos réseaux sociaux, par exemple, mais du coup, hédoniste, engagé et esthétique. Et ça, c'est très important parce que l'aspect, le beau, en fait, qui est à la fois subjectif, mais pour nous, l'esthétisme est une valeur clé qui est déjà intrinsèque à la bouteille. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu le design du flacon, c'est vraiment un flacon qui est très beau et en tout cas, c'est pour nous l'atout universel de cette bouteille. C'est-à-dire que n'importe quel client ou consommateur ou distributeur qui va regarder la bouteille, même s'il n'aime pas forcément la vodka ou la catégorie, enfin peu importe, ils vont tous tomber d'accord quand même sur le design. Et donc l'esthétique est très important pour nous. Ça fait partie du flacon et c'est aussi une exigence qu'on s'impose lors de tous nos événements, de nos activations, des collaborations qu'on peut faire, c'est-à-dire de ne jamais oublier que, évidemment, ça doit être très bien fait, mais aussi très beau et désirable. Je pense que c'est très important, ça, pour nous. Effectivement, tu le dis, il y a deux éléments très intéressants et je trouve très importants. Il y a effectivement la bouteille, le flacon en tant que tel, et puis aussi le produit, la vodka. Sur le produit en tant que tel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de son élaboration ? Tu parlais de la distillerie de la Maison Villevert. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers elle pour élaborer cette vodka ? Alors, quand les fondateurs ont eu l'idée du liquide, ils ont beaucoup exploré des pistes sur le liquide. Ils ne trouvaient pas, c'était compliqué. Puis ils ont fini par rencontrer Jean-Sébastien Robiquet, qui est le président et le fondateur de cette distillerie qui s'appelle Maison Villevert et qui est basée à Cognac. Et avec lui plutôt, et ses équipes, ils ont fait plusieurs tests liquides pour trouver la vodka qui leur convenait. Et donc, il y a eu beaucoup de tests sur les différentes matières premières. Alors, c'est assez vite tombé sur la céréale, qui apporte un côté plus gras et plus doux et plus délicat en bouche. Et donc, ils ont testé le maïs, le seigle, l'orge, j'en passe. Et puis, ils sont tombés sur le blé biologique. Donc, ça, c'est très important. C'est la matière première principale de la vodka. Et ensuite, cette vodka, elle est distillée ensuite 6 fois. Donc, il y a les 4 premières distillations qui sont faites dans un alambic traditionnel à Colonne. Et ensuite, les 2 dernières, et là, c'est vraiment le savoir-faire de Maison Villevert. Les 2 dernières distillations sont faites dans un alambic en cuivre, en Charente, chez Maison Villevert, avec de l'eau de Jansac, qui est de l'eau très, très pure et assez connue, puisque la vodka, le filtre, c'est du blé et de l'eau. Donc, il faut absolument que ces 2 ingrédients soient très bien sourcés. Donc voilà comment est faite notre bouteille. Et ensuite, un mot quand même sur le verre et sur le flacon qui est très important. Donc on récupère des déchets de verre qui vont donc du coup du bleu au vert. Et donc c'est pour ça qu'on a une bouteille qui a différents coloris. C'est toujours le même liquide, mais on a un flacon qui varie avec différentes nuances de bleu, différentes nuances de vert. Et ce qui en fait évidemment sa particularité. Et ça, c'est fait dans une usine en Italie, parce que très compliqué, les usines françaises n'ont pas forcément voulu du projet, et les Italiens ont répondu présent. Donc voilà comment élaborer le produit. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu collection où chaque bouteille est unique et on a envie de les avoir toutes pour les aligner. Et c'est vrai que ça fait un très bel effet de couleur et déclinaison sur une étagère. C'est pas mal quand on fait des événements. C'est très beau en back bar, dans certains restaurants, dans certains bars. Et c'est aussi très beau chez soi, parce qu'on en parlera, je pense, mais on incite à réutiliser notre bouteille vide, parce qu'on peut en faire des vases, des lampes, plein de choses. Une belle déclinaison. Sur le goût de cette vodka, c'est vrai qu'il y a une très belle texture, elle est très agréable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la vodka, c'est des shots glacés ou ça se boit très glacé. Nous, on déconseille fortement et surtout, on préconise, comme elle est très bonne, on préconise vraiment une dégustation pure, déjà pour démarrer. Et alors pas non plus à température ambiante, mais plutôt à la fraîche, donc une température entre 6 et 8 degrés, parce que ça nous permet d'avoir vraiment les bons arômes qui ressortent et d'avoir vraiment toute la palette aromatique en bouche. Et ensuite, évidemment, elle se déguste très bien en cocktail,
C'est une très bonne base à cocktail. Le Moscow Mule, voilà, c'est un grand classique que tout le monde connaît et ça fonctionne très bien. Ou sinon, on a inventé nous une recette qui s'appelle le filtre d'amour, qui est faite à base de sirop d'orgeat, de Perrier, de citron et de basilic et de vodka le filtre et qui est absolument délicieuse, surtout en été. Voilà. Petit teasing. Ouais, exactement, cet été. Et comment est-ce qu'on casse un peu l'image que le consommateur peut avoir de la vodka? C'est vrai qu'on a toujours ce côté, c'est un produit neutre, c'est un produit qui n'a pas de goût, qui a très peu de texture, ce qui est tout le contraire du filtre. Comment est-ce qu'au quotidien, effectivement, on va convaincre le consommateur qu'une vodka peut être dégustée pure ou être utilisée pour faire de très beaux cocktails? C'est presque notre plus grand défi. Et depuis le démarrage. Parce que, en effet, à la fois chez les consommateurs, ils ont souvent une image catastrophique de la vodka parce que c'est la vodka orange ou cranberry qu'on boit quand on a 18 ans. Donc là, c'est terrible. Et à la fois pour les professionnels aussi. C'est pas un produit, souvent les bartenders, c'est pas forcément le produit qu'ils préfèrent travailler parce que c'est trop neutre, parce que ça n'a pas de goût, etc. Alors que nous, le discours qu'on a et on y croit beaucoup, c'est qu'en fait, c'est très neutre, mais c'est à la fois très horizontal, c'est très délicat en bouche et donc très agréable en fait. Ça se boit assez facilement, en tout cas une bonne vodka, comme le filtre. Ça se boit très très bien, donc c'est très agréable premièrement. Et ensuite, nous, pour travailler ce goût-là et pour donner envie aux gens de regoûter de la vodka, on s'associe à la gastronomie. Et plus qu'à la mixologie, c'est très important. Nous, on va d'abord vers les chefs, les jeunes chefs, les grands chefs. Enfin, là, on a des très bons rapports et on travaille pas mal avec des chefs qui intègrent la vodka, non pas juste en long drink ou en shot pendant le repas, mais littéralement dans leur plat, déjà parfois. Ou alors, entre par exemple, une entrée ou un plat, ils vont proposer un shot de vodka, mais sur un tataki de thon, comme on a pu le voir là, un dîner à Marseille. C'est plein de manières de redécouvrir en fait la vodka à travers un bon repas. Et on y croit beaucoup. Donc nous, notre rôle avec le filtre aussi, c'est de réhabiliter la vodka, qui est un très bon alcool de bouche en fait. Et ça, on l'a beaucoup oublié. Je pense que le gin et la croissance du gin aujourd'hui nous aide, même si c'est très différent parce que il y a beaucoup plus d'arômes dans le gin, mais la renaissance de l'alcool blanc et la réhabilitation de l'alcool blanc de manière générale, on pense qu'on va bénéficier, on est assez convaincu que la vodka premium va vraiment revenir sur le devant de la scène, comme le gin peut l'être à l'heure actuelle. Ah oui, dans ce sens, vous aviez publié avec les éditions papier, je crois, il y a quelques temps, un guide des bonnes adresses pour découvrir le filtre. Et c'est vrai qu'il y avait cette dimension à la fois beau lieu, mais aussi belle gastronomie pour mettre en avant le filtre. Exactement, on avait fait un guide des adresses, le guide des adresses du filtre, qui est paru en 2021, qui était les 100... on avait fait une sélection de 100 très belles adresses du filtre où on était référencé et où effectivement on est référencé à la fois soit sur un cocktail, mais aussi parfois juste à la carte en shot ou carrément sur le menu. Alors c'est plus rare parce que c'est des choses qui se travaillent vraiment avec le chef, mais c'était effectivement un très beau guide qui recensait des chouettes adresses partout en France, dans toutes les régions. Et c'est vrai que pour nous c'est très important dans la manière dont on choisit aussi nos établissements et les établissements dans lesquels on travaille, souvent de s'associer à une bonne cuisine, à une jolie carte. Peut-être maintenant, on l'a évoqué un peu en filigrane, l'éco-responsabilité du projet, c'est une dimension qui est extrêmement forte chez vous. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une des dimensions qui est présente dès la jeunesse du produit, comme je le disais, et surtout qui ne s'arrête pas uniquement aux qualités intrinsèques du produit. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, en ce moment, avec Maison Villevert, qui a aussi un portefeuille d'autres spiritueux, on fait des tests sur le système de consigne.
Notre bouteille, nous, elle est prête à la consigne. Il y a un marquage sur le bouchon. On a déjà testé le lavage dans des usines pour la réutilisation des bouteilles. Mais effectivement, après, d'un point de vue opérationnel, la mise en place de la consigne à grande échelle, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc là, on est sur une année test en 2023, sur une région en particulier. Et l'idée, ensuite, c'est de faire un bilan et d'étendre, si évidemment ça a du sens d'un point de vue empreinte carbone, à plus grande échelle. Ensuite, on a déjà mis en place un système de remplissage de bouteilles chez certaines caves ou épiceries partenaires en France. Le principe, c'est que vous achetez une première fois votre bouteille de vodka, vous payez le prix fort, donc autour de 50 € aujourd'hui, vous la terminez, et au lieu d'en racheter une, vous retournez dans votre épicerie et vous remplissez votre bouteille à quasiment 15 € moins cher, quoi. Donc c'est très intéressant d'un point de vue économique, mais aussi écologique, puisque la cave se fournit en bag-in-box de 5 litres, remplit la bonbonne, et puis ensuite vous venez recharger. Donc ça, c'est des choses. Il y a aujourd'hui à peu près 7 caves partenaires en France, et pas qu'à Paris. Il y a un Paris, Biarritz, Lille, et ça va continuer. Ensuite, on travaille aussi. On n'a par exemple pas de coffret. Ça, je pense que c'est ce qui est en train de devenir presque la norme, parce que je vois que les grands groupes bougent aussi là-dessus. Ouais. Mais depuis le début, nous, c'était de se dire, on va pas s'encombrer avec un coffret de fin d'année qui, en plus, souvent, ça a du mal à partir. C'est de la matière première supplémentaire. Donc, et puis notre bouteille se suffit à elle-même. Donc, très clairement, ça n'aurait pas de sens. Et puis, on travaille aussi sur la deuxième vie de la bouteille. J'en parlais. Mais on fait beaucoup de communication et on communique là-dessus sur le fait de réutiliser votre bouteille. Ne la jetez pas. Ne la jetez pas. Soit vous la rechargez, soit vous la gardez chez vous et vous en faites un vase, un bougeoir, une lampe. Mais ça se fait beaucoup et c'est un très chouette élément de décoration. Et pour le futur, on réfléchit déjà à alléger le poids de notre bouteille de 70 centilitres. Voilà, c'est des projets qui sont en cours, mais ça fait partie absolument de nos valeurs et de l'ADN, et on espère être toujours en avance là-dessus. Ok, très clair. Il y a de beaux projets effectivement sur tout ce côté valeur, éco-responsabilité. Et sur le produit en tant que tel, est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, vous avez un produit, la vodka le filtre, sur un format 70 centilitres. Est-ce qu'il y a des sujets de développement, d'innovation sur quoi travaillez-vous? Où est-ce que vous avez envie d'aller déjà peut-être à court terme et puis à long terme, où est-ce que vous voyez? Alors, sur notre feuille de route, comme on appelle ça, on s'est longuement posé la question déjà de se dire, est-ce que on crée un nouveau produit et on va sur une autre catégorie? Et beaucoup de gens nous posent la question. Aujourd'hui, la réponse qu'on donne, c'est qu'il y a déjà beaucoup à faire sur le segment de la vodka, et on a un gros rôle, j'en parlais juste avant, de réhabilitation du liquide et de la vodka de manière générale. Donc, le travail, il est énorme. On n'en est qu'au début. Donc, pour l'instant, nous, on reste sur la catégorie vodka, quitte à avoir quelques innovations après et déclinaisons. Ça, c'est effectivement des choses que l'on réfléchit plutôt à moyen terme. Et après, à ta question, on a une nouveauté qui arrive, et donc je suis très contente d'en parler, qui est un nouveau format, qui est le petit filtre. Ça s'appelle le petit filtre, et c'est un format de demi-bouteille, donc qui fait 35 centilitres. Et nous, le parti pris qu'on fait, c'est pas juste un format, en fait. On lance pas un format. Non, c'est un vrai nouveau lancement de produit avec un nom, donc le petit filtre, et une petite bouteille qui est absolument adorable et très mignonne, et qui sera disponible chez certaines caves et épiceries partenaires d'ici une petite semaine, en tout cas courant du mois de mai, et aussi sur des terrasses cet été. Mais c'est un très chouette format. Pourquoi ? Parce qu'il est plus accessible en prix, déjà. Moins engageant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent moi, j'aime pas trop la vodka, ou j'aimerais juste goûter. 70, c'est tout de suite, c'est trop. Là, vous avez un 35 centilitres, donc c'est un format découverte, et c'est aussi un très chouette cadeau, je trouve. Voilà, donc je vous laisserai la découvrir, mais on y croit beaucoup. Superbe. C'est vrai qu'on retrouve cette magnifique bouteille, et si en plus on peut découvrir le filtre par ce biais-là, c'est vraiment très beau. Et on retrouvera la déclinaison de couleurs comme sur le grand frère. Et alors, non.
Non, parce que on a depuis 2018 et 2020, là où nos premières recherches nous ont menés, en fait, le 100% recyclé n'existait pas encore. Et donc, on était allé sur cette récupération de déchets de verre qui était pour nous une très bonne alternative. Depuis, il y a eu des innovations et ça a un petit peu évolué. Le 100% recyclé existe, la technique existe, et donc on est avec un fournisseur qui nous permet d'avoir toutes nos petites bouteilles et donc tous les petits filtres 35 centilitres en verre 100% recyclé. Donc il n'y a plus qu'une seule teinte, mais elle est très jolie puisque c'est du verre clair en fait, du verre très clair. Ouais, très très belle. Et un engagement supplémentaire. Et en plus, du coup, un engagement supplémentaire, on reste dans la veine encore plus poussée de cet engagement RSE qu'on a depuis le début. Et puis, on trouve aussi, je pense que c'est important, dans les formats, on aurait pu aussi aller sur du Magnum, par exemple. C'était pas trop la volonté, déjà parce que finalement, qui prend du Magnum, enfin, c'est de plus en plus rare. Et puis, ça a souvent une image assez un peu bling-bling, un peu matu vu, qui nous ressemble pas beaucoup. Et puis écologiquement, ça n'avait moins de sens en fait. Voilà, là c'est plus léger, plus petit. Et un beau cadeau. Voilà, exactement. Super, mais merci Camille. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore quelques petites questions. Quel est ton spiritueux préféré hors vodka ? Mon spiritueux préféré hors vodka. Alors, j'ai découvert le saké. Alors, je ne sais pas si c'est du vin ou du spiritueux, mais récemment, et j'étais très surprise, je trouve ça très doux, très bon. C'était totalement nouveau pour moi, donc ça, je trouve ça très chouette. Et alors après, je vais peut-être choquer des puristes, mais j'ai un peu une passion pour la liqueur Baileys, alors sur laquelle en plus j'ai travaillé quand j'étais chez MHD, mais je trouve ça très bon. Voilà, il y a un peu la force du café, la douceur de la crème. Après un repas, ça fait une sorte de petit dessert et j'avoue, c'est un peu mon péché mignon. Péché mignon. Ah ouais. Si tu devais partir sur une île déserte avec un unique spiritueux et un seul cocktail, que choisirais-tu ? Et j'ai pas le droit de prendre le filtre ? Non, bien sûr. Trop facile. Avec un unique spiritueux, je pense que je prendrais de l'amaretto avec moi. En fait, tu vois, j'aime bien les choses assez gourmandes, comme tu peux le voir. Et sur le cocktail, je prendrais un très bon gin tonic. Avec un très bon gin, mais surtout un très bon tonic, parce qu'on oublie souvent cette partie-là, mais... Oui, voilà. Extrêmement important. Extrêmement important. Et si tu ne devais retenir qu'une seule valeur véhiculée par le filtre, qu'est-ce que tu retiendrais ? Franchement, je peux pas te répondre. Parce que si je te réponds engagé, c'est très... Oui, en fait, je vais te répondre engagé. C'est plus... C'est vraiment ce qui nous caractérise et ce qui est aussi vraiment intrinsèque au produit. Le reste, c'est plus... c'est des valeurs qui sont importantes, l'hédonisme, etc. Mais c'est plus large et je trouve que c'est important de se recentrer sur ça, sur l'engagement. Et c'est ce qui t'anime tous les jours dans ce projet. Exact, ouais, vraiment. Complètement. Super. Bah écoute Camille, un grand merci pour cet entretien. On peut retrouver le filtre donc chez les cavistes ? Chez les cavistes, dans les épiceries fines, dans beaucoup de bars, hôtels, restaurants. Alors je sais pas si je t'en cite parce que je veux, mais voilà. Mais honnêtement, on commence à être bien distribué partout en France grâce à l'équipe de Maison Villevert. Super. Bah écoute, Un grand merci. Merci à toi Louis-Marie. Et à bientôt. À bientôt. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.